Jelan soye chonamla, jansu bado dane kyaksu she, dane jinsoge ve sonanji, jola penche sangye dubara sho, sangye jelan soye chonamla, jansu bado dane kyaksu she, dane jinsoge ve sonanji, jola penche sangye dubara sho, sangye jelan soye chonamla, jansu Bado dane kyaksu she, dane jinsoge ve sonanji, jola penche sangye dubara sho. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Par mes accumulations ici, le Bouddha, le Dharma et la suprême assemblée, jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Par les accumulations ici de ma pratique de la générosité, etc., puisse-je accomplir l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la suprême assemblée, jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Par les accumulations ici de ma pratique de la générosité, etc., puisse-je accomplir l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Donc, un échantillon de la méditation sur la vacuité. Donc, quand vous avez cela, pour un temps, tant que vos études ne sont pas véritablement enrichies, je vous suggère de suivre cela. Et après, une fois que vous avez étudié, que vous avez votre propre expérience, vous pouvez reformuler l'échantillon lui-même de la méditation. Page 203. Donc ça doit être dans l'annexe. Pour ceux qui ont le livret de l'année dernière, c'est dans l'annexe. Parmi les strophes, versets pour la méditation sur l'interdépendance de la vacuité, une compilation d'extraits de Sutra et de Shastra. Page 203. Donc comment commencer la pratique? C'est au cas où, si on devait faire une méditation exclusivement sur la vacuité, pas en tant que méditation, en tant que partie d'une sadhana ou une méditation secondaire, etc. Et donc plutôt une méditation de 5, 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure, et dans certains cas 1 heure, etc. Dans de tels cas, vous pourriez utiliser cet échantillon pendant un certain temps, cet exemple pendant un certain temps. Et donc il y a un début extrêmement auspicieux
En tibétain, c'est la version tibétaine, page 204. C'est le Upali Paribricha Sutra, c'est donc page 204, c'est la 3e strophe. On l'a vu ce matin aussi. C'est un sutra qui est requis par Upali. Une méditation, c'est sur la façon dont les choses qui peuvent générer si facilement des émotions au sein de nous, l'attachement, la soif, etc. Comment est-ce que cela peut être généré dans notre esprit? Et c'est un bon début, en premier lieu, et puis aussi ce sutra, il est extrêmement auspicieux. Bien sûr, le Bouddha qui est pleinement éveillé, et comment il a mis ensemble, de manière auspicieuse, des réponses, une exposé sur la vacuité. Et donc vous pouvez commencer avec cette strophe. Ce qu'on a appris ce matin par rapport à Sri Heruka, on a vu que le non-soi des phénomènes est le non-soi personnel. Et il n'est pas nécessaire que vous deviez commencer nécessairement avec le non-soi des phénomènes, mais vous pouvez commencer par le non-soi de la personne. Il n'y a pas de règle fixe. Mais en accord avec ce sutra, c'est le non-soi phénoménal, par exemple les fleurs, etc., les phénomènes autres que la personne, l'éclosion de fleurs splendides et variées, et l'éclat des suprêmes lieux dorés demeurent, si séduisants. Il n'est aucun créateur pour tout cela, elles sont tous établis par le pouvoir de la pensée, c'est au moyen de la conceptualisation que le monde est imputé. Vous pouvez vous visualiser vous-même. Par exemple, vous dites cette strophe en faisant la requête des bénédictions des Bouddhas et des Bodhisattvas. Et puis après, donc bien sûr, vous pouvez imaginer que vous allez dans un magnifique jardin. Et puis vous voyez des fleurs magnifiques là. Et en particulier dans votre vie, très récemment, plus récemment, si vous avez des fleurs magnifiques, ça peut être extrêmement utile. Des fleurs qui viennent juste d'éclore pour essayer de faire en sorte que cette strophe, ce passage soit extrêmement efficace dans votre esprit. Je me souviens, donc on était en retraite. Il y avait un genre de cottage, un pavillon, avec 2 étages. Et donc j'étais à l'étage. Et à partir de ma véranda, depuis ma véranda, je voyais un petit jardin en bas. Et dans le jardin, je remarquais qu'il y avait 2 roses qui venaient juste d'éclore. Et surtout au-dessus depuis l'étage, en les voyant en bas, elles paraissaient tellement magnifiques et tellement attirantes, et la combinaison de couleurs et la texture, c'était tellement parfait, mon esprit était tellement, étonné par cette pureté qui était là devant moi, et j'ai récité cette strophe. L'éclosion de fleurs splendides et variées, c'est tellement magnifique. Et l'éclat des suprêmes lieux dorés. Et donc il y a des maisons qui peuvent être tellement belles, tellement magnifiques, tellement splendides, avec une petite mare à côté, etc. Des choses tellement attirantes, tellement belles. Et vous pouvez visualiser tout ça. Donc l'éclosion de fleurs splendides et variées, l'éclat des suprêmes lieux dorés de merci séduisants. Et donc vous pouvez voir ces fleurs magnifiques qui viennent juste d'éclore. N'oublions pas ces souvenirs. Essayez de vous en souvenir de manière extrêmement vivace dans votre esprit.
Et donc, vous pouvez vous en servir en méditation. Donc, vous pouvez aller dans un endroit magnifique, c'est un jardin splendide, avec ses fleurs si séduisantes. Et dans certaines maisons qui peuvent être tellement belles, tellement splendides. Et puis vous pouvez vous focaliser et d'observer quelle est votre réaction émotionnelle. Et votre esprit se sent tellement léger, tellement attiré par tout ce qui est là, qui lui apparaît. Et puis vous allez ensuite méditer sur la vacuité. Et donc ça va être le non-soi phénoménal. Et donc, comment est-ce qu'on va faire? On va essayer de voir toutes ces fleurs magnifiques, multiples, et vous focaliser sur une fleur. Et ce que vous avez vu hier sur l'écran, donc avec la vidéo de la NASA, vous allez soumettre cette fleur à l'analyse ultime. Et donc vous allez essayer vous allez essayer de zoomer de manière lente. Et vous allez donc raffiner l'image au microscope électronique, vous allez voir les craquelures. Et puis, comme de la boue qui est sèche. Et donc, il y a les craquelures qui apparaissent. Et donc là, ce qu'on voit, c'est tellement beau de l'extérieur, à une certaine distance, c'est tellement parfait. Mais en réalité, ce n'est pas si parfait. C'est juste que notre vision génère une illusion à notre esprit. Et en fait, ce n'est pas si parfait que cela. Il y a ces craquelures. Et les craquelures, c'est quoi? Ce sont les frontières entre les cellules. Il y a un couple. Les deux sont le mari qui met ses mains sur son torse et sur les mains, vous voyez les mains qui paraissent sympas, qui paraissent belles, et puis il y a un zoom qui se fait, et donc ce qui était joli n'était plus joli, on voit tous les poils, etc. Puis après on commence à voir les craquelures, et puis les cellules. Et donc, ce qu'on voit comme étant une complexion de l'extérieur, tout cela, c'est illusoire, c'est une illusion, c'est une garantie. Ce qui est véritablement là, c'est tellement différent. Et ce qu'on voit n'est pas la réalité. Ce qui est réellement là, on commence à voir les cellules. Et aller là, dans ces cellules, donc vous avez la fleur, et ensuite vous allez voir les craquelures. Donc vous allez voir, vous voyez les cellules, etc. Vous voyez les démarcations entre les cellules, vous voyez le noyau de la cellule, et puis vous voyez les chromosomes au sein du noyau, et vous restez là. Vous restez là. Et donc ici, vous pouvez réciter la strophe qui se trouve page 206. Arya Nagarjuna, le traité du milieu. Donc, page 206, ce qui advient indépendant, c'est déclaré vide d'existence indépendante. Ceci étant une désignation indépendante, c'est la voie médiane. C'est la version tibétaine. Et donc, vous restez là. Et donc, vous voyez les chromosomes, vous voyez les noyaux des cellules, etc. Où est la fleur? Elle n'est pas là. Ce qui advient en dépendance, la fleur n'est autre qu'une origine dépendante. Elle advient en dépendance des cellules qui constituent la fleur. Elle dépend de ces cellules. Et donc, en dépendance des cellules, notre esprit impute la fleur. Et donc, c'est parce que notre esprit qui impute du côté de l'objet, et du côté de l'objet, il n'y a rien. Ce qui est du côté de l'objet, ce sont juste les parties, telles que les cellules. Et donc, ce qui advient en dépendance du côté de l'objet, il n'y a rien. Et donc, en dépendance des cellules, mon esprit, en dépendance de ces cellules, mon esprit désigne la fleur. Et ceci est la voie médiane. Ceci est une désignation dépendante, ceci est la voie médiane. Et donc, du sujet, cela existe du sujet.
Et donc, ça veut dire que cela réfute le nihilisme, et en réfutant que ça appartient à l'objet, on réfute l'absolutisme. Et donc, ce qui apparaissait comme étant une fleur magnifique, en fait, elle dépend de tous ces facteurs dépendants. Du côté de l'objet, elle n'est pas là. Demeurez dans cette vacuité. Ensuite, que voyez-vous? Je vois les chromosomes, etc. Vous voyez l'isolat des chromosomes. Où est la fleur? Posez-vous la question, où est la fleur? Elle est vide, elle n'est pas là. Restez dans cette expérience, la vacuité de la fleur. Et au stade initial, ce que vous pouvez faire, c'est aller dans les 4 essentiels. Et donc les chromosomes ne sont pas la fleur. Différent des chromosomes, il n'y a pas la fleur. Et du côté, il n'y a rien. Où est la fleur de son propre côté? Il n'y a pas la fleur de son propre côté, là à l'extérieur. Restez dans cette expérience qu'il n'y ait rien qui puisse être identifié comme étant la fleur du côté de l'objet. Et l'isolat de la vacuité de la fleur. Restez dans cette expérience pendant un temps. Ensuite, prenez les chromosomes. Parce que même les chromosomes n'existent pas non plus de manière objective. Donc, essayez d'analyser les chromosomes. Vous allez voir que les chromosomes, si vous zoomez à nouveau, vous allez voir qu'ils sont tellement repoussants. Donc, ça semble tellement exister là de manière objective. Mais si vous utilisez le microscope électronique, vous verrez qu'en fait, les chromosomes ne sont que des molécules. Et les molécules elles sont faites d'atomes. Et donc, quand vous allez au niveau des atomes, ce qui est véritablement là, c'est une piscine d'atomes, un ensemble d'atomes. Et là aussi, vous pourriez vous demander, mais qu'est-ce que je vois? Je vois les atomes. Je vois l'isolat des atomes. Lequel des atomes est le chromosome? Aucun. Le chromosome n'est pas un avec ses parties. Et différent des atomes maintenant. Enlevez les atomes, est-ce qu'il y a toujours les chromosomes? Non, pas du tout. Il n'est pas différent non plus des atomes. Où est le chromosome? Alors, il n'est pas du tout là. Il n'est pas du tout là, du côté de l'objet. Grâce à cette analyse, je ne peux jamais trouver les chromosomes, je ne peux pas les trouver de manière ultime. Ils ne sont pas du tout là. Restez dans cette expérience. Ensuite, prenez l'un des atomes. Et même ces atomes, comment est-ce qu'ils apparaissent, ces atomes? Même ces atomes, si vous les soumettez à l'analyse ultime, vous verrez que même ces atomes ne sont rien d'autre que des électrons, des protons et des neutrons. Des électrons, des protons et des neutrons. Les électrons, si vous allez au niveau des particules, vous avez des électrons, des neutrons et des protons, qu'est-ce que vous voyez maintenant? Je ne vois que des électrons, des protons et des neutrons. Où est l'atome? L'atome n'est pas là. Et là aussi, il se dissout. Vous restez dans cette expérience de la vacuité des atomes. Et maintenant, vous allez de plus en plus subtil. D'abord, la vacuité de la fleur. Ensuite, vous avez la vacuité des chromosomes. Et ensuite, vous avez la vacuité des atomes. Vous allez un peu encore plus loin. Vous allez encore plus loin. Vous pouvez aller encore plus loin. Mais en fait, au fur et à mesure, vous pourriez trouver la vacuité d'un objet particulier. Alors vous pouvez en rester là, et avec cela, vous pouvez réciter, vous souvenir de cette strophe, page 206, la strophe qui est juste après, puisqu'il n'est aucun phénomène qui n'advienne en dépendance, il n'est aucun phénomène qui ne soit vide. Puisqu'il n'est aucun phénomène qui n'advienne en dépendance, il n'est aucun phénomène qui ne soit vide. En tibétain, ça c'est la version tibétaine. Vous pouvez le dire en français, en anglais, ce qui est le plus confortable avec vous. Et donc, c'est comme faire un résumé, c'est comme établir un résumé par rapport à ce que vous avez vu. N'importe quel phénomène que vous avez
que vous avez pioché, ce phénomène est une origine dépendante, il advient dépendance. Et il n'est aucun phénomène qui ne soit une origine dépendante, puisqu'il est une origine dépendante, qu'il dépend de ses parties, en dépendance desquelles l'esprit impute un objet. Et donc en dépendance de cela. Donc c'est pourquoi l'objet n'existe pas de son propre côté. Et donc c'est pourquoi il n'existe pas de manière objective. Puisqu'il est une origine dépendante, il est vide d'existence objective. Et donc c'est comme une certaine conclusion, c'est comme établir une conclusion. Et vous faites une grande conclusion. Et maintenant, le non-soi des phénomènes, les phénomènes, où qu'on aille dans l'analyse ultime, on ne pourra jamais trouver le phénomène qui était cherché par l'analyse ultime. Restez dans cette expérience. Donc là, jusqu'à ce point, c'est le non-soi des phénomènes. Maintenant, c'est fait. Maintenant, on peut passer au non-soi de la personne. Très bien. On va passer à la personne, au non-soi personnel, au non-soi de la personne. Et sur la même page, il y a la strophe de Arya-Nagarjuna du Ratnavali. Donc c'est juste après. Donc si la personne n'est ni la terre, ni l'eau, ni le feu, ni l'air, ni l'espace, ni la conscience, ni non plus dans l'ensemble de ces phénomènes, ni non plus l'ensemble de ces phénomènes, où est la personne en dehors d'eux? Ça c'est la version tibétaine. Et donc, vous allez voir ce jeu. Et donc, vous allez voir, vous allez soumettre aussi. Vous pouvez piocher votre soi, votre personne, etc. Et vous dites, ok, cette personne, je suis Dorje, je suis un garçon, je suis une fille, etc. Cette personne, comment est-ce que cette personne vous apparaît-elle? De manière tellement solide, tellement objective, là. Et souvenez-vous de ce qu'a dit Arya-Nagarjuna, si le mirage était de l'eau, pourquoi ceux qui s'en approchent ne voient-ils pas de l'eau? Et donc, c'est en tant que vous vous souvenez, essayez de vous rappeler de la strophe de Nagarjuna, si quelque chose existait de manière objective, pourquoi est-ce que je ne perçois pas cet objet existant de manière objective si je m'en approche? Donc si la personne n'est ni la terre, ni l'eau, ni le feu, ni l'air, ni l'espace, ni la conscience, ni non plus l'ensemble de ces phénomènes, où est la personne en dehors d'eux? Et donc vous soumettez cette personne qui apparaît de manière objective et vous la soumettez à l'analyse ultime. Et donc essayez de franchir la frontière de la conventionnalité et essayez de voir qu'il y a les éléments qui sont là, un à un. N'essayez pas de faire une conclusion extrêmement grossière, etc., en se disant « Oh non, aucun des phénomènes n'est moi, de ces éléments n'est moi. » Si vous faites comme cela, vous n'expérimenterez jamais la vacuité. Et donc, ce n'est pas de compter en combien ce n'est pas de faire vite, c'est d'essayer d'avoir une expérience de la vacuité. Et donc, essayez d'y aller pas à pas, même si vous savez quelles sont les étapes. À ce moment-là, vous pouvez essayer de scanner votre corps, par exemple. Est-ce que je suis la terre? Est-ce que je suis l'élément de la solidité? Est-ce que je suis la terre? Ce n'est pas moi. Non, vous prenez la peau, et puis les tissus, les muscles, le cartilage, la chair. Ce n'est pas moi. Enlevez cela. Ensuite, le squelette. Le squelette, les os des mains, des bras, des hanches, etc. Alors, aucun de ces os n'est moi. Le cœur, le cerveau, les poumons, le foie, les reins, etc. Scannez un à un tout cela. Aucun de ces éléments ne peut être moi. Aucun de ces organes ne peut être moi. Et donc, mettez cela de côté. Qu'est-ce qui reste? Il y a l'élément eau, le sang, 4,5 litres de sang à peu près, et qui passe grâce au cœur, qui passe dans les organes, etc. Bien sûr, ce n'est pas moi. Je ne bouge pas comme ça au sein de mon corps, transporté à cause du cœur, etc. Et donc, par exemple, on peut faire des transplantations, comment ça s'appelle, des transfusions de sang.
On peut avoir des transfusions de sang, etc. On peut faire des dialyses, etc. Donc, ce n'est pas moi. Ce sang n'est pas moi. L'eau n'est pas moi, etc. Mais donc, imaginez comment le corps est pompé par le cœur et envoyé dans les organes et passe par les artères et revient par les veines, etc. Bien sûr, ce n'est pas moi. Enlevez cela. Et la chaleur, le feu, la chaleur du corps, vous pouvez ressentir la chaleur du corps. Mais on ne peut pas se voir soi-même. La chaleur peut grandir, peut s'élever, peut se rabaisser, etc. Mais moi, je ne m'abaisse pas ni ne m'élève. De la même façon, donc l'élément feu n'est pas moi. Ensuite, l'air qu'on respire, etc. Bien sûr, ce n'est pas moi. Et donc, les gaz, etc. Bien sûr, je ne suis pas les gaz. Et donc, ce n'est pas moi non plus. Et l'élément espace. Bien sûr, l'espace n'est pas moi. L'espace est de la nature du vide, etc. Du creux, etc. Ce n'est pas moi. Et donc, mettez-le de côté, il reste la conscience. Je suis un homme, une femme. Ma conscience n'a pas de genre. Le genre est désigné indépendance du corps. Et les gens peuvent me voir, mais ils ne peuvent pas voir mon esprit. La conscience n'est pas moi non plus. Si vous voulez aller plus loin, comment est-ce que la conscience n'existe pas de manière ultime? Vous pouvez aller vers la vacuité de la conscience. Vous pouvez aller voir. Si vous êtes satisfait par le fait que la conscience n'est pas vous, très bien, vous pouvez rester dans cela. Mais si vous pourriez voir que la conscience aussi existe de manière illusoire, et donc mettez la conscience de côté. Donc là, vous avez réalisé qu'aucun des éléments n'était vous. Qu'est-ce que vous voyez? Je vois simplement les 6 éléments. Ils sont tellement indépendants les uns des autres, comme 6 personnes indépendantes. Lequel de ces 6 éléments est vous? Aucun. Qui veut dire, vous êtes vide d'être un avec vos parties. Et donc, si les 6 éléments ne sont pas le jeu, mettez de côté les 6 éléments, ça veut dire que le jeu devrait être différent de ces éléments. Mais rien ne demeure là. Si vous enlevez les 6 éléments, il n'y a rien qui puisse être différent non plus de ces éléments. Donc, le jeu est vide d'être différent de ses parties. Et donc, où est le jeu à ce moment-là, du côté de l'objet? Il n'est rien qui puisse être le jeu du côté de son objet, du côté de l'objet. Restez dans cette expérience. Il n'y a que si vous faites cela de manière systématique, en prenant votre temps, à ce moment-là, vous pourriez avoir une expérience. Vous pourriez avoir la chair de poule, vous pourriez avoir le froid dans le dos, etc. Vous pourriez avoir certaines sensations, des picotements, etc. Vous pourriez avoir une expérience qui pourrait vous venir, même si vous n'avez pas cette expérience. Ce n'est pas grave. Essayez de rester simplement dans ce constat. Soyez absolument sûr que le jeu n'est pas véritablement là. Soyez totalement sûr que le jeu n'est pas véritablement là. Vous avez découvert que c'est trompeur, qu'il n'est pas là de son propre côté. Restez dans cette expérience. 2 questions. Qu'est-ce que vous voyez? Je vois les 6 éléments. Où est la personne? La personne n'est pas là, elle est vide. Restez dans cette expérience. Quand vous êtes sûr, je vois les 6 éléments, vous n'êtes pas sur la vacuité, c'est une marche qui vous permet d'obtenir l'expérience de la vacuité. Donc pour cela, il faut vous poser la question, où est le jeu? Il n'est pas là. Dès l'instant où vous dites que la personne n'est pas là, vous avez cette expérience, vous pouvez avoir un peu de peur, etc. Essayez de maintenir cette expérience. Sans sortir de la méditation, on peut réciter 2 strophes précédentes. Donc la page... Et donc, on a en haut de la page 206, il n'est ni les agrégats ni différents les agrégats. Les agrégats ne dépendent pas de lui, pas plus qu'ils ne dépendent des agrégats. Le Tathagata ne possède pas les agrégats. Qu'est le Tathagata en tibétain?
Et donc ça c'est la version tibétaine. Et vous pouvez le réciter. Et vous pouvez le faire en termes des du rejet en 7 modes, aucun des agrégats. Là, le texte que nous récitons, c'est les agrégats, mais vous pourriez remplacer par les éléments. Vous pouvez l'appliquer aux éléments. Le faire avec les éléments, c'est mieux, mais après, vous pouvez le faire avec les agrégats, ça va aussi. Pour l'instant, ce que je partage, c'est ce que moi, je fais. Et donc, j'applique la même strophe, le même raisonnement, mais au lieu des agrégats, j'emploie les éléments. Très bien. Il n'est ni les éléments. J'essaie de voir que les 6 éléments sont tellement là, distincts les uns des autres. La terre, le job de la terre, le boulot de la terre, c'est de vous maintenir, de vous voir comme étant une entité solide. C'est le boulot de l'élémentaire. Ensuite, l'eau, c'est ce qui permet de transvaser les nutriments dans le corps, etc. La chaleur, c'est ce qui fait en sorte que l'activité advienne ici. C'est la chaleur qui permet de faire en sorte que l'activité soit effectuée. Elle fait sa fonction aussi. L'air, c'est de donner de l'oxygène dans les différentes parties du corps. C'est d'exhaler le carbone et d'apporter l'oxygène au corps, aux organes, pour que le corps puisse brûler l'énergie, etc., et pour qu'il puisse fonctionner. Et donc c'est le boulot de l'air dans le corps. Et puis le boulot de l'espace, c'est de permettre que tout cela puisse être effectué, que le sang coule, que l'air puisse entrer et sortir par les narines, et pour que les nutriments puissent voyager au sein du corps, etc. Donc ça, c'est le boulot de l'espèce. Et pour la conscience, c'est ce qui permet d'être vivant. Et donc, chacun de ces éléments possède sa propre fonction respective. Ils ne sont pas mêlés les uns aux autres. Par exemple, 6 personnes qui travailleraient dans un bureau, une personne serait la secrétaire, un autre va avoir un autre boulot, le programmateur par exemple, un autre va s'occuper de l'informatique, etc., etc. Et donc chacune de ces 6 personnes va avoir sa propre fonction. Elles sont indépendantes, elles ont leurs propres fonctions respectives, distinctes. Et à mon grand étonnement, qu'est-ce que je réalise? C'est qu'aucun de ces 6 éléments, aucun des agrégats, aucun des éléments n'est moi. Et ces éléments sont là, ils travaillent de manière indépendante. Comme 6 personnes qui travaillent dans un bureau et qui ont chacune une fonction différente. Si vous enlevez les 6 éléments maintenant, qu'est-ce qui reste? Qui est le jeu? Rien. Aucun des éléments n'est moi. Et non plus ni différent des agrégats. Le jeu n'est pas non plus différent des agrégats. Et donc, ou les 6 éléments. Et donc, le dépendant et le dépendu, cela ne fait plus sens. Le jeu n'est pas là du tout. En dehors des 6 éléments, il n'est pas là non plus. Il n'y a pas de jeu ou de soi qui serait le dépendu. Et il n'y a pas les éléments qui seraient les dépendants. Quand on parle de dépendant et de dépendu, il y a 2 choses ici. Et donc là, ici, on voit qu'il n'y a que les 6 éléments. Le soi n'est pas là. Et donc le dépendant et le dépendu ne font plus sens. Et donc les éléments ne dépendent pas de lui, pas plus qu'ils ne dépendent d'eux. Le Tathagata ne possède pas les éléments. Qu'est le Tathagata? Et donc la possession n'advient pas ici. La possession, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un possesseur et une possession, et ce qui est possédé. Et le jeu n'est pas là de son propre côté, il y a juste les 6 éléments. Qu'est-ce qui est là, qui pourrait être une entité, qui serait le jeu, et qui pourrait gouverner les 6 éléments, etc., etc. Et donc, mon esprit est en train de désigner le jeu en dépendance des 6 éléments, de la façon dont les 6 éléments opèrent. Il n'y a pas
Il n'y a aucun agent, aucune entité, aucun gouverneur qui soit là et qui puisse posséder ces éléments. Et donc il n'y a pas de soi qui possède ces éléments, donc c'est pourquoi la possession non plus ne fait pas sens. Et la collection, ce serait juste 6 éléments indépendants qui seraient réunis, mais il n'y a aucun administrateur ou aucun directeur, etc., qui pourrait être cela, qui pourrait être la collection. Et puis la configuration spéciale, c'est pareil, cela ne fait pas sens. Où est le soi? Où est le Tathagata? Restez, demeurez cela, c'est très puissant. Et donc c'est juste le karma précédent qui a fait en sorte que ces 6 éléments soient mis ensemble, et c'est une illusion qui fait qu'il y aurait un jeu ici et là de côté de l'objet. Et donc ces 6 éléments opèrent de manière indépendante, vous les mettez ensemble, et puis ils opèrent de manière séparée. Et puis on a l'impression qu'il y ait quelque chose d'unitaire qui soit là, mais c'est une illusion. Restez dans cette expérience. Vous vous posez la question à nouveau. Qu'est-ce que je vois? Je vois les 6 éléments. Je vois l'isola des 6 éléments. Où est la personne? Cette personne est vide, elle n'est pas là. Restez dans cette expérience pendant un temps. Ensuite, vous allez essayer de voir. Vous allez voir l'un des éléments au sein de votre corps. Vous allez voir que le jeu, le soi, est comme une illusion. Il est vide d'exister de son propre côté. Il est vide d'existence objective. Ensuite, vous allez voir les 6 éléments qui sont comme semblables à l'illusion aussi. Vous allez voir. D'abord, si vous ne voyez pas la vacuité des 6 éléments, et si vous ne voyez que le non-soi personnel, vous allez continuer à voir les 6 éléments comme existant de manière objective. Et donc c'est pourquoi il est très important de voir la strophe qui suit. Et donc de la même façon que la personne n'est pas véritablement existante parce qu'elle est l'agrégation des 6 éléments, aucun d'eux n'est véritablement existant car ils sont l'agrégation de leurs propres constituants. C'est le Ratnavali Nagarjuna juste en dessous. Et donc au tibétain, donc ça c'était la version tibétaine, vous récitez cette strophe et vous posez la question par rapport aux éléments. Ce qui serait bien, c'est de voir que le squelette décide comment votre taille, la forme, est-ce que vous êtes trapu ou non, etc. Tout ça, cela dépend du squelette. Et donc, imaginez de voir le squelette sans la chair, etc. Essayez simplement d'extraire simplement le squelette comme étant l'élément terre, l'élément de la terre. Essayez de le piocher, de le choisir. Vous êtes assis ici dans la gompa? Vous êtes assis? Certains sont assis sur une chaise, d'autres sur un coussin. Est-ce qu'il est vrai que le squelette qui est à l'intérieur? Vous avez votre squelette à l'intérieur? Oui, c'est magnifique. Votre squelette à l'intérieur. Visualisez le squelette à l'intérieur. Visualisez le squelette à l'intérieur. Et donc le squelette qui est assis sur une chaise, un squelette sur un coussin, 30 ou 35 squelettes ici. Visualisez cela. Focalisez sur votre propre squelette aussi. C'est vrai, il y avait un squelette qui est là, c'est vrai. Il y a les côtes ici, il y a le crâne, il y a les mâchoires ici, et puis les dents. C'est ouvert extrêmement. La bouche qu'on a là, c'est tellement petite, etc. Mais le sourire de squelette est tellement large, et ça fait tellement peur de le voir. Et puis il y a les orbites qui sont creuses, et puis le nez. Si vous enlevez les narines, vous allez voir que c'est creux à l'intérieur. C'est vraiment vrai. Et puis vous avez les joints, les jointures. Et puis vous avez les fémurs.
les os des jambes, et puis les phalanges, les mains, etc. Essayez de penser à cela. À quoi ça ressemble? Votre jeu, ça fait plutôt un peu peur, mais c'est pourtant moi. Est-ce que c'est moi? Mais c'est moi. C'est quelqu'un d'autre. Si c'est quelqu'un d'autre, on a peur tout de suite. Mais si c'est moi, si on se dit c'est moi, mais parce que c'est moi, on va pas partir. On va pas courir, on va partir en courant, parce qu'on arrive à faire face malgré tout. Si vous allez partir, votre squelette va partir avec vous. Mais si c'est quelqu'un d'autre, c'est encore pire. Voilà, vous allez courir, vous allez sursauter, vous allez courir. Et donc il est pourtant là. Il est là, ici, là. Dans cette gompa, elle est pleine de squelettes, c'est vrai. Et donc là, vous êtes l'un d'eux. Et donc, quelle est votre réaction? C'était plutôt repoussant. Vous avez la répulsion qui arrive. Et même cette répulsion, c'est aussi une illusion. Et donc, ce squelette qui est si repoussant est aussi une illusion. Il est fait de milliards de cellules osseuses. Et là aussi, vous allez voir les cellules. Vous allez voir les cellules osseuses. Ce n'est pas donc c'est pas comme les pierres. Ce sont des cellules, des milliards de cellules osseuses. Elles ont leur membrane cellulaire. Elles ont le noyau cellulaire, etc. Vous allez dans cela, vous allez voir. Vous allez soumettre ces cellules à l'analyse ultime aussi. Vous allez dans le noyau, et puis dans les chromosomes, et là aussi, vous allez voir qu'il y a des chromosomes. Restez là, sur les chromosomes. Qu'est-ce que vous voyez? Je vois juste d'innombrables chromosomes. Où est le squelette? Il n'est pas là. Le squelette n'est pas là, alors que précédemment, la peur qui était là de voir mon propre squelette, mais il n'est pas là, il a disparu. Restez dans cette expérience. Et ces chromosomes, là aussi, vous allez les soumettre à l'analyse ultime. Et donc, c'est de la même façon que pour les chromosomes de la fleur. Vous allez voir des molécules et vous allez voir des atomes. Restez au niveau des atomes. Et là aussi, où sont les chromosomes? Ils ne sont pas là. Qu'est-ce que vous voyez? Je vois juste des millions et des milliards d'atomes. Où sont les chromosomes si repoussants? Ils ne sont pas là, c'est vide. Ils sont vides. Restez dans cette expérience de la vacuité, de l'isolat, de la vacuité des chromosomes. Et là aussi, soumettez l'un des atomes à l'analyse ultime. Et vous allez voir que les autres milliards d'atomes ont disparu, et puis cet atome aussi disparaît. Vous êtes vous voyez des électrons, vous voyez les neutrons, les protons, etc. Et en fait, du côté de l'objet, il n'y a rien qui existe. Et restez dans cette expérience où l'atome a disparu, où il est vide. À partir de là, revenez à la strophe où on parlait de la fleur. Puisqu'il n'est aucun phénomène qui n'advienne en dépendance, il n'est aucun phénomène qui ne soit vide. Et donc essayez de reciter à nouveau cette strophe, c'est un résumé, vous êtes en train de résumer, c'est le non-soi de la personne. Vous êtes en train, tout à l'heure c'était en fait, de la même façon que vous voyez le non-soi phénoménal, vous voyez le non-soi personnel. Et donc les éléments de la Terre. Et donc là, le squelette est vide, les chromosomes sont vides, les atomes sont vides. Et donc, c'est là où on avait commencé. On avait commencé avec le non-soi de la personne, et de la même façon qu'il n'y ait aucun phénomène qui ne soit une production dépendante. Même si je vais de manière subtile, en profondeur, je ne trouverai rien qui soit de manière objective, qui existe de manière objective. Je le verrai toujours vide. Je le verrai
toujours que c'est une illusion, une perception illusoire, parce que cela apparaît comme existant de manière objective, mais c'est totalement dénué d'existence objective. Où que ce soit le niveau de profondeur où qu'on aille, on ne trouvera jamais rien qui puisse exister de manière objective, puisque rien n'existe du côté de l'objet. Tout est vide d'existence objective, puisqu'il n'y a rien qui ne vienne en dépendance, il n'y a rien qui ne soit vide d'existence objective. Et donc, là, c'est la conclusion, puisqu'il y a un phénomène qui n'a d'indépendance, etc. C'est la conclusion. Cela vous donne une empreinte extrêmement spéciale pour voir la vacuité de tous les phénomènes ensemble. C'est la vacuité toute omnipénétrante. Et donc, ce qu'on a fait ici, ce sont des vacuités individuelles. Et là, c'est pour développer l'empreinte de voir la vacuité omnipénétrante. Et donc, il n'y a pas de méditation spéciale pour méditer sur la vacuité omnipénétrante. C'est comme par exemple, dans certaines institutions, jusqu'à une certaine position, vous pouvez postuler pour le job et vous pouvez l'avoir. Et à un moment donné, pour gravir les échelons jusqu'à la position la plus élevée, vous ne pouvez pas, ça ne fonctionne pas comme ça dans certaines institutions. Jusqu'à un certain niveau, vous pouvez postuler votre candidature et puis vous arrivez jusqu'au niveau 5, par exemple, imaginons. Et cela dépend de vos entretiens, vos examens, vos résultats, etc. Et vous pouvez arriver jusqu'au 5. Et puis après, de 5 jusqu'au 10, vous avez besoin d'aller de 1 à 1. De la même façon, pour les vacuités individuelles, vous pouvez prendre un objet et puis voir la vacuité de cet objet. Mais pour la vacuité omnipénétrante, il n'y a pas de méthode spécifique. Vous pouvez aller voir les méthodes individuelles, les vacuités individuelles, la vacuité d'objets grossiers, d'objets subtils, de plus en plus subtils. Et graduellement, vous allez voir que où que j'aille en profondeur, je ne peux que vous appréhender la vacuité de ceci et de cela. Et graduellement, naturellement, vous ne pouvez pas l'imposer, mais naturellement, votre expérience, c'est qu'il n'y a pas quoi qu'il existe, c'est juste vide d'existence inhérente. Et de temps en temps, vous pourriez comprendre la vacuité omnipénétrante, la vacuité de tous les phénomènes. C'est la vacuité de tous les phénomènes. Et une fois de temps en temps, ça pourrait revenir sous la forme d'un aperçu. Vous pouvez l'entrevoir. Et pour cela, donc, votre expérience va devenir extrêmement profonde. Et donc, à ce titre, cette strophe est extrêmement profonde, puisqu'il n'est aucun phénomène qui n'advienne indépendance, il n'est aucun phénomène qui ne soit vide. Et donc là, on l'a fait avec le non-soi de la personne. Maintenant, on a fait le non-soi des phénomènes et on a fait le non-soi de la personne. Ce que je fais ensuite, c'est que vous allez à Sri Heruka, la page d'après, page 208-209, en face de la page 210, Sri Heruka. Et donc vous pouvez avoir les mains jointes et puis réciter le nom sacré, le nom saint du Bouddha, Sri Heruka, Sri Heruka, Sri Heruka. Et quand vous faites cela, cela invoque le Bouddha Sri Heruka en face de soi, en face de vous, et le Bouddha qui a un amour parfait, une connaissance parfaite, une puissance parfaite qui est là, en face de vous, et vous vous connectez à cet être saint qui vous aime tellement, qui aime tous les êtres de manière immense, et vous recevez la bénédiction de Sri Heruka, Sri Heruka, Sri Heruka, Sri Heruka. Et vous pouvez réciter cette partie de la sadhana en tibétain.
Et donc c'est la version tibétaine, vous pouvez le réciter. Et donc en mettant l'emphase. Et donc d'abord vous le récitez de manière complète. Vous le récitez en entier, le passage. Et après, vous pouvez vous focaliser sur chacune des syllabes. He. He. Et pensez à la vacuité et le non-soi des phénomènes, la vacuité de l'esprit, qui est la source de toute chose, car elle est imputée comme étant de nature causale. Et la vacuité de l'esprit, ce qui est la source de toute chose. Tous les phénomènes avec lesquels vous interagissez, ils ont leur source dans l'esprit. Tous les phénomènes avec lesquels vous interagissez, ils se dissolvent dans l'esprit. L'esprit, et cet esprit qui est la source de toute chose, de tous les phénomènes, cet esprit, puisqu'il est imputé en dépendance comme étant de la nature causale, il n'existe pas, ce ne sont pas des causes objectives, c'est imputé, l'esprit impute cela comme étant des causes. Et donc, il est vide d'existence véritable. Et non, vous pensez à la vacuité de l'esprit. Et comment est-ce qu'on médite sur la vacuité de l'esprit? Vous avez ces trois étapes. Vous pouvez choisir l'une de ces trois méthodes pour voir la vacuité de l'esprit. Donc, cet esprit qui crée tout, qui projette tout, cet esprit qui produit tout, vous avez de nombreux segments, d'innombrables segments. Et cet esprit que je vois maintenant, que j'expérimente maintenant, il n'est rien d'autre que des segments infinitésimaux, des millions de segments infinitésimaux. Et c'est ce qui me permet de ressentir l'esprit, mais en réalité, l'esprit n'est pas du tout de la façon dont je le ressens. Il existe de manière illusoire dans le sens où c'est un continuum de milliards de segments infinitésimaux qui ne fonctionnent pas de manière simultanée. Et donc cela, de manière séquentielle, il passe de manière séquentielle extrêmement rapide. Et ces moments infinitésimaux n'ont même pas la capacité d'appréhender, de réaliser ce que j'appréhende. Et donc cet esprit lui-même, il est semblable à une illusion. Restez dans la vacuité de l'esprit. Restez dans la vacuité de l'esprit. C'est le sens de la vacuité de l'esprit. C'est le sens de He. Et puis après vous passez à Ru, qui est le non-soi de la personne. La vacuité du soi qui est fabriquée par le filet des concepts adhérents au soi des personnes. Et donc maintenant vous passez au soi personnel. Et donc vous avez déjà médité sur le non-soi de la personne. Et donc vous essayez de vous poser la question, où est la personne? Je vois les 6 éléments. Aucun des éléments de la personne. Donc dissolvez la personne se dissout dans la vacuité. Et donc les phénomènes se sont dissous, la personne se dissout. Et maintenant qu'est-ce qui reste? Quand les deux choses se sont dissolues, qu'est-ce qui reste? Se sont dissoutes, pardon, qu'est-ce qui reste? Il reste le cas, la non-dualité. Cas est la réalité ultime, l'absence de dualité dissonante entre sujet et objet. Ici, c'est très important que vous puissiez essayer de voir que... Et donc, quels sont les objets avec lesquels j'interagis? Les objets sont vides. Moi qui interagis avec les phénomènes, même moi, moi aussi, je suis vide. Et donc, c'est aussi la personne qui se dissout. Et vous êtes dans un espace extrêmement vaste de la vacuité qui est la non-dualité. C'est cas. Maintenant, vous passez de l'analyse ultime jusqu'à l'analyse conventionnelle. Qui est en train de voir cela? Ma sagesse est en train de voir ceci. Ma sagesse voit la non-dualité. Du point de vue de l'analyse conventionnelle, on peut voir que cette sagesse qui voit cette non-dualité, maintenant, vous allez à l'analyse ultime, vous allez voir que cette sagesse, elle-même, elle est faite de segments infinitésimaux qui sont innombrables. Et aucun de ces segments ne peut être désigné comme étant la sagesse. Et donc, quelle est cette sagesse qui réalise la vacuité, la non-dualité? Elle aussi, elle se dissout. Et donc, cette sagesse devient non-duelle avec la non-dualité. C'est ça qui est resté
cette expérience de la sagesse qui est non-duelle avec la non-dualité, c'est Shri. Restez dans cette expérience de Shri. C'est le sens de Evam. Ensuite, on peut aller à page 205. Le Samadhi Raja Sutra, le Sutra du roi des concentrations, page 205. En bas, de même qu'en rêve, une jeune fille rencontra un garçon et vit son décès et fut joyeuse lors de la rencontre et dans la détresse lors du décès. Vous voyez ainsi tous les phénomènes. Vous récitez cette strophe qui est extrêmement puissante. Cela montre comment notre monde émotionnel. Est-ce qu'on peut... C'est quoi cette strophe? Est-ce que vous pouvez lire cette strophe? Lisez-la. De même qu'en rêve, une jeune fille rencontra un garçon et vit son décès et fut joyeuse lors de la rencontre et dans la détresse lors du décès. Voyez ainsi tous les phénomènes. C'est une strophe extrêmement puissante. Charles, tu l'as? Page 205. Page 205. Elle se trouve page 205. C'est la 3e strophe. Marie, tu l'as? Tu peux la montrer à Charles? Cette strophe est celle qui peut vraiment représenter notre monde émotionnel, de l'excitation, notre monde émotionnel de la tragédie, notre monde émotionnel de ressentir l'obscurité, la tristesse, la dépression, etc. Cette strophe reflète ou représente ces mondes émotionnels des excitations, de l'excitation extrêmement aiguë ou de la dépression extrêmement aiguë. Et donc on peut dire une jeune fille ou même les garçons, en fait, on peut prendre l'exemple d'une jeune fille qui, par exemple, qui a 14, 15 ans, 16 ans, etc. Elle est tellement excitée par rapport au sexe opposé, etc. Et en tant que jeune garçon, 15 ans, 16 ans, etc., tellement excité par rapport au fait de rechercher une copine, etc. Et donc, dans le rêve, la fille va rencontrer le garçon et elle va être tellement nerveuse et tellement excitée, etc. Et puis, progressivement, ils commencent à tomber amoureux, ils sont tellement excités, etc. Et puis, ils vont ensuite aller à boire un coca ensemble, un soda ensemble. Ils vont boire un soda ensemble avec la même paille dans le soda, avec pas 2 sodas, mais un seul qu'ils vont partager. Et donc il y a tellement d'excitation ici. Et donc c'est tellement d'excitation ici. Et puis soudainement, votre ami que vous venez juste de rencontrer, et il commence à tousser. Et puis, il y a du sang qui arrive, il crache du sang, et puis il commence à mourir. Il vous claque dans les mains. Et donc là, la jeune fille, elle dit « Ah là, ma vie n'a aucun sens, je vais mourir aussi. Je vais mourir aussi. Mais la vie n'a plus aucun intérêt, c'est tellement... je ne veux plus mourir, c'est tellement creux. » Et donc votre vie tout entière s'effondre. Au début, vous étiez dans une excitation tellement élevée. Juste après, vous êtes dans le creux. Vous êtes dans le creux de la vague. Et la vie s'effondre, tout s'écroule, les 2 extrêmes. Cela représente notre vie. Cela représente notre vie partout dans le monde. Cela représente par exemple quelqu'un avec la corruption, par exemple, il va gagner tellement de richesses, il va être tellement riche, tellement excité, et puis la police vous arrête, et tout est confisqué, et vous terminez en prison, et là, vous finissez déprimé, dans les profondeurs de la dépression, etc. C'est exactement ce qu'on voit ici. Imaginez cette fille ou ce garçon. Vous vous dites, oh là là, ma vie est tellement insipide,
tellement insignifiante et je ne vois plus aucun sens dans la vie. Et puis votre mère vous réveille. La mère vous réveille. Réveille la jeune fille. Comment vous vous sentez si vous êtes la jeune fille? Qu'est-ce que vous allez ressentir? Du soulagement ou pas? Un immense soulagement. Et donc ça veut dire que le garçon c'est juste un rêve. Et donc pour le garçon la fille était un rêve. Et donc il n'y a aucune raison pour laquelle je devrais être si effondrée. Et je suis tellement heureuse de me réveiller. Et donc c'est exactement comme ça que cela se passe quand on réalise la vacuité. On peut transcender les j'aime et les j'aime pas de l'existence. Et donc en récitant ces strophes, vous pouvez voir ce qui advient ici. C'est exactement la façon dont ça se passe quand on se réveille. Vous voyez que la fille qui était vue comme une fille, et le garçon qui était vu comme un garçon, etc., tout cela était simplement un rêve. Et donc on se réveille et on voit que tous les phénomènes sont exactement comme cela, et exactement le gâteau aussi. Le gâteau qu'on a ici aussi au centre Kala Chakra. C'est super d'avoir un super gâteau. C'est un super gâteau. Et quand le gâteau est fini, est parti, et si pendant la nuit, je vais avoir une autre partie un autre morceau de gâteau. Donc, vous appliquez cela à tous les phénomènes, que tout est comme un rêve. Et vous recitez ces strophes, et vous pouvez l'appliquer à tous les phénomènes. Page 208. Alors, pour nous, c'est page 207. La deuxième partie de la page 207, extrait de la prière de Sa Sainteté le 14e Dalai Lama, la prière pour l'épanouissement du Dharma au pays des neiges. Et donc, c'est pour renforcer ce que vous aviez médité par rapport à Sri Heruka. C'est la strophe de Sa Sainteté, les deux strophes de Sa Sainteté le Dalai Lama. La première strophe, c'est pour, vous l'avez trouvé en bas de la page 207. Donc, c'est l'extrait de la prière pour l'épanouissement du Dharma au pays des neiges de Sa Sainteté le 14e Dalai Lama. Vous l'avez en français? Donc, vous avez la page 206, c'est juste en face. Et donc, c'est pour la première strophe, c'est pour recevoir les bénédictions des maîtres de la lignée. Et donc, en fait, c'est par rapport au Mahamudra, la méditation du Mahamudra, qui est associée à la vacuité. Donc, c'est la méditation complète sur le Mahamudra, et donc qui vient de ces maîtres de la lignée. Et donc, pour recevoir les bénédictions de ces maîtres de la lignée, c'est très important pour invoquer les bénédictions des maîtres de la lignée. Et donc, par exemple, Tilopa, Jesu Nalopa, et puis Jesu Malpa. Et puis, Sa Sainteté mentionné ici, c'est les maîtres au Tibet. Les maîtres au Tibet, Jetsun Tilopa et Jetsun Naropa, c'était en Inde. Ils étaient en Inde. Et à partir de Marpa, ensuite, après Naropa, on a Jetsun Marpa, jusqu'à Shipadorje. Shipadorje, c'est Jetsun Naropa. Et donc, c'est le nom secret de Jetsun Naropa, Shipadorje. Ensuite, tous ces grands maîtres. Et donc ici, tous ces grands maîtres de la lignée Kagupa, on reçoit leur bénédiction. Et donc l'ensemble des précieux Kagupa, source des bénédictions, la guirlande des surpassables maîtres de cette traduction remarquable. À vous, j'adresse mes prières, puisque le Bouddha Dharma du pays des neiges resplendir pour toujours plus. Et donc vous pouvez joindre vos mains et puis invoquer tous ces grands maîtres. Vous visualisez que vous recevez les bénédictions d'eux afin que vous puissiez réaliser l'espace vaste de la vacuité au sein de votre esprit. Ensuite, vous récitez la seconde strophe, tous les phénomènes inclus dans le samsara et le nirvana, quoi que vous puissiez rencontrer dans le samsara et le nirvana, ne sont d'autres que comme un rêve. Des mauvais rêves, des bons rêves, etc. Tout cela advient de l'esprit qui rêve. De la même façon, tout ce qu'on voit, le samsara, le nirvana, tout cela advient de votre propre sagesse spontanée. C'est votre esprit naturel. Et tout cela advient de cela. Tout cela est l'efflorescence de cette sagesse spontanée. C'est la radiance. Cela advient de la même façon que quand vous êtes dans le noir, il y a une bougie, et de cette bougie, vous pouvez voir tout.
ce qu'il y a dans la pièce. De la même façon, dans l'esprit spontané, la sagesse spontanée, tout de la radiance de votre esprit, tout cela manifeste tous les phénomènes que vous rencontrez dans le samsara et le nirvana. Et cette sagesse, cet esprit, cette sagesse elle-même évite l'élaboration par rapport à l'existence objective ou l'existence véritable. Même cette sagesse, elle est dénuée d'existence objective et vous réalisez la vacuité de l'esprit. Et donc, au travers d'une des trois méthodes ou d'autres méthodes, elle est réalisée dans la nature de Dharmakaya. Et cette vacuité de l'esprit, c'est le Dharmakaya. Le Dharmakaya, c'est l'éveil final. C'est la vacuité de votre esprit. C'est le Dharmakaya. Et ce Dharmakaya imprègne toutes les existences et les apparences du samsara et du nirvana. Le samsara qui vous apparaît, le nirvana qui vous apparaît, tous ces phénomènes, et donc sont imprégnés par cela. Cette vacuité de l'esprit, qu'on appelle aussi le Dharmakaya naturel, c'est le grand Mahamudra. Puisse le Bouddha Dharma du pays des neiges resplendir toujours plus. 1. Après cela, vous allez à la page précédente. Et donc, en fait, nous, c'est sur la même page, c'est juste au-dessus. C'est l'extrait du chant des 4 attentions, guide pour la vue de la voie médiane de sa sainteté, le 7e Dalai Lama. C'est toujours sur la même page en haut, page 107. Donc, ce que je fais, c'est que j'ai ces 2 strophes. Je dis la deuxième, en fait j'alterne. Je prends la deuxième strophe d'abord et la première d'abord. Et ensuite, à la croisée des 6 collections, vous l'avez, à la croisée des 6 collections, donc c'est toujours page 207. Vous pouvez écrire les numéros des pages qui manquent si vous voulez, en face de la page 206. Ce qu'on vient de lire, c'est juste au-dessus. À la croisée. Donc voilà. C'est la deuxième partie. Ok, c'est très bien. À la croisée. Alors, comment ce que je fais moi, c'est que je lis d'abord la seconde partie, la croisée, et la sphère des phénomènes après. Et donc cette strophe. À la croisée des 6 collections de la conscience qui ont diverses perceptions sont appréhendés, les troubles phénomènes dualistes qui sont sans fondement. C'est un spectacle magique qui est illusoire par nature. Ne les croyez pas comme étant véritables, mais voyez-les comme ayant la nature de la vacuité. Ne laissez pas votre esprit s'égarer, mais placez-le dans la nature de l'apparence vacuité. En ne perdant pas votre attention, maintenez-le dans la nature de l'apparence vacuité. Et donc comment est-ce qu'on peut utiliser cela? C'est que, imaginez, la méditation sur la vacuité, la sagesse de la vacuité, elle est décrite de 2 façons. On médite sur la vacuité semblable à l'espace et la vacuité semblable à l'illusion. Donc le premier, c'est la méditation sur la vacuité semblable à l'espace. Ensuite, il y a la méditation sur la vacuité semblable à l'illusion. Ce sont ces 2. Vous pouvez le faire comme vous le voulez. Celle que vous préférez faire en premier, vous pouvez le faire en premier. Mais ce que je fais personnellement, c'est que je commence par semblable à l'illusion d'abord, grâce à l'expérience précédente qu'on a effectuée au travers de la méditation. Et donc, mais qu'est-ce que je vois, tout ce que j'appréhende, tout ce que je vois? Est-ce que vous avez une expérience de vous asseoir à un carrefour? Est-ce que vous avez déjà eu l'expérience de vous asseoir à un carrefour? Surtout quand vous êtes dans un village ou dans une petite ville. Vous êtes dans une petite ville. Et donc, si vous voulez voir différentes personnes, différentes voitures, qu'est-ce que vous devriez faire? Vous allez au carrefour. Et vous allez voir toutes les voitures qui passent, etc. Vous allez au rond-point, à côté d'un rond-point, et vous avez toutes les voitures qui passent, et tous les gens qui passent, etc. Votre esprit est au carrefour de 6 routes. Et on est au milieu de 6 routes. Et vous avez la route des yeux, la route des oreilles, la route du nez, la route de la bouche ou de la langue, et la route du corps ou de la conscience tactile, et la route de la conscience mentale. Vous êtes au sein de ces 6 routes, ces 6 consciences. Et vous voyez toutes les voitures, vous entendez les sons, vous sentez les odeurs,
Vous pouvez goûter les saveurs, vous pouvez toucher les objets tactiles, etc. Puis votre conscience mentale qui pense, etc. On est exactement au carrefour des 6 consciences. Et donc, ces différentes consciences qui vont appréhender différents objets, qui vont expérimenter tout ce qui peut exister dans l'univers. Vous pouvez expérimenter tout cela. Simplement, on est au carrefour de ces 6 consciences, de ces 6 routes. Et donc, ce qu'a dit le grand 7e Dalai Lama, il nous dit, ne croyez pas tout cela comme étant véritable. Ce sont vos propres projections, elles ne sont pas véritables. C'est votre esprit qui projette tout cela. À la croisée des 6 collections de la conscience, qui ont diverses perceptions, vous voyez, vous appréhendez tellement de choses là, sont appréhendés les troubles phénomènes dualistes. C'est quoi les phénomènes dualistes? Et vous les voyez de manière duale. Oh, il y a ces 2 côtés de l'objet, moi je suis le sujet, ils sont différents l'un de l'autre. Hazy en anglais, donc trouble, ça veut dire que c'est comme un rêve et qui sont sans fondement. Il n'y a rien du côté de l'objet sans fondement, ça veut dire que ce n'est rien du côté de l'objet. Et du côté de l'objet, cela n'existe pas du tout. Ça veut dire que c'est quand même un spectacle magique qui est illusoire par nature, qui est illusoire, qui est trompeur par nature. Ne les croyez pas comme étant véritables, mais voyez-les comme ayant la nature de la vacuité. Ne laissez pas votre esprit s'égarer, mais placez-le dans la nature de l'apparence vacuité. Et donc, cela apparaît comme cela, mais c'est vide. Et en ne perdant pas votre attention, maintenez-le dans la nature de l'esprit. Donc votre esprit, maintenez-le dans la nature de l'apparence vacuité, restez comme ça pendant un temps. Et ensuite, on va passer à la vacuité infinie et la vacuité omnipénétrante, qui est la strophe juste avant. La sphère des phénomènes qui apparaissent existe. Tout ce qui peut apparaître et tout ce qui peut exister en tant que phénomène est imprégné par l'espace de la claire lumière ultime de l'incité. Ce qui est là, il n'y a rien qui existe du côté de l'objet. C'est totalement vide du côté de l'objet. Et donc il y a une réalité ultime ineffable. C'est une réalité ultime tellement expansive, tellement vaste. Et donc il y a une vacuité extrêmement vaste qui est là. Essayez de voir cette vacuité qui est omnipénétrante. Et donc il y a une réalité ultime ineffable. Vous voyez cette nature de la vacuité en abandonnant les artifices mentaux. N'allez pas essayer de fabriquer, d'exagérer. Oh là je suis en train de voir la vacuité. N'essayez pas d'exagérer, essayez de voir ce qui est là. Ne laissez pas votre esprit s'égarer, mais placez-le dans l'atmosphère de la réalité. Donc, vous voyez, ne laissez pas votre esprit s'égarer, mais placez-le dans l'atmosphère de la réalité. Restez dans cette expérience pendant un temps. Et donc, à partir de cela, vous pouvez sortir de cette méditation et puis vous pouvez faire les dédicaces et c'est terminé. Combien pensez-vous que ça peut prendre? Si vous le faites sérieusement, combien de temps ça peut prendre? 6 jours. 45 minutes? Ça dépend. 40 minutes, 1 heure, 10 minutes par strophe, etc. Ce n'est pas grave. Et donc, le conseil que je pourrais vous donner, la suggestion que je pourrais faire, c'est qu'initialement, ne le faites pas trop longtemps, sinon vous allez vous sentir trop fatigué. C'est le premier point. Numéro 2. Certains à Tibet House qui faisaient le diplôme de Nalanda au Tibet House, on a 2 programmes. On a un Nalanda Master's Course et un autre qui est le Nalanda Diplôme Course. Et donc je fais le cours, je donne le cours et l'étudiant m'a dit j'essaie de méditer la vacuité, en 2 minutes c'est terminé. Et donc j'ai médité sur la vacuité en 2 minutes. En 2 minutes, il a dit. Et j'ai dit ah oui, en effet c'est bien. Je suis d'accord. Mais on devrait avoir des études extrêmement extensives. Si vous avez des études extrêmement extensives, à ce moment-là, votre méditation à la vacuité peut être très riche
et peut être extensive. Sinon, vous pouvez méditer en 2 minutes. Et donc, ce que je suggère, c'est que dans certains cas, si cela prend trop de temps, ne faites pas trop long, parce que sinon vous allez vous sentir fatigué, et puis ça peut être très, très épuisant, et la prochaine fois, vous n'allez pas avoir envie de le faire. Vous allez, au début, ah tiens, j'ai envie de méditer à la maison, après la retraite, je vais méditer sur la méditation, sur la vacuité, ah c'est tellement auspicieux, je suis tellement content, et vous allez commencer à le faire. La première chose que vous allez faire, en 1 heure, et puis 1 heure passe, etc. Et puis vous dites, ah, et donc en fait, finalement, vous allez être extrêmement épuisé. Et le lendemain, parce que vous étiez fatigué, et donc vous étiez fatigué, mais vous ne vous rendiez pas forcément compte. Ah, tiens, combien de temps ça va durer? Tiens, je vais le faire plus tard, ce soir. Et ce soir, ah, tiens, je dois aller regarder ce qu'il y a à la télé, quelles sont les nouvelles. Et puis demain, je vais le faire demain. Et c'est comme ça que, finalement, on atterre moins. Et donc, c'est pourquoi il faut essayer de le faire bref, au début, 5 minutes ou 10 minutes. Ne faites pas trop long. Et donc, comment le faire en 10 minutes? Et prenez un chronomètre pour 10 minutes ou 5 minutes. Et vous appuyez sur le chronomètre et puis vous méditez. Quand le chronomètre sonne, l'alarme sonne, ça veut dire que 5 minutes sont terminées. Donc, vous avez établi du temps. Et quand c'est terminé, ne continuez pas, ne soyez pas trop excité. C'est terminé, sentez-vous heureux. Ah, j'ai fait 5 minutes, j'ai pas fait grand-chose, j'ai fait qu'une partie, mais c'est pas grave, c'est déjà bien. Arrêtez-vous là. Et ensuite, le jour d'après. Le jour d'après, vous avez envie de le refaire. Et vous apprenez comment vous pouvez traiter le temps qui vous est attribué. Faire avec le temps que vous avez. Et ensuite, vous terminez avec les dédicaces. Maintenant, au cas où. C'est quelque chose qui, la plupart du temps, ne pourrait pas nécessairement être fait au quotidien. À moins que vous ayez 4 heures par jour, 4 heures de temps libre par jour dans vos mains. Si vous avez un boulot, 8 heures de boulot, la plupart du temps, on ne peut pas faire cette longue méditation. Et dans telle situation, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour une méditation rapide? Une méditation rapide sur la vacuité, par exemple, 2 minutes, qu'est-ce qu'on devrait faire? Vous voulez l'apprendre? N'est-ce pas? Une méditation de 2 minutes sur la vacuité? C'est facile, ça on peut le faire. Prêt? Asseyez-vous droit. 2 minutes. En 2 minutes, on va méditer sur la vacuité. Mais n'allez pas raconter à d'autres enseignants que vous allez faire ça, parce que sinon, n'allez pas dire que c'est Geshe Damdul qui vous a enseigné ça, parce que si en plus ça se passe mal, ce sera encore pire. Alors 5 points. 5 points. N'oubliez pas 5 points. 1. Le soi. Ensuite les 6 éléments. 3. Les 2 questions. 4. La vacuité semblable à l'espace. 5. La vacuité semblable à l'illusion. 5 points. D'abord, c'est quoi? Le soi ou le jeu. Le numéro 2, les 6 éléments. 3. 2 questions. Le numéro 4. La vacuité semblable à l'espace. Le 5. La vacuité semblable à l'illusion. C'est simple. Maintenant, qu'est-ce que vous faites? Rapidement. Quelle que soit votre posture, même si vous êtes en train de vous relaxer, mais ne le faites pas de manière trop relaxée, si vous êtes trop relaxé, avachi. Donc le mieux c'est de vous asseoir de manière appropriée. Ne soyez pas trop avachi. Et là vous pouvez... Méditation. Et donc, n'importe quel type de méditation. La qualité de votre méditation, essayez d'avoir le dos le plus droit possible. C'est si important. Sauf si vous avez des problèmes de dos. À ce moment-là, bien sûr, sinon, vous devez garder le dos droit. Alors, le premier point, c'est le soi, le jeu. Et donc, ne levez pas vos mains. Écoutez simplement ce que je dis. Essayez seulement. Et donc, ce sont des instructions essentielles qui ne devraient pas être données. Je plaisante.
Et donc, ce sont et donc les 6 éléments. Qu'est-ce qu'on entend par les 6 éléments? Non, le premier c'est quoi? C'est le soi, le je. Et donc, premier, le je. Je. Pouvez-vous penser au je? Oui. Ensuite, le 2, c'est quoi? Les 6 éléments. Les 6 éléments, c'est le numéro 2. Les 6 éléments. Je ne suis rien d'autre que les 6 éléments. La terre, l'eau, le feu, l'air, l'espace, la conscience. Et donc, les 6 éléments sont tellement distincts. Et ensuite, le numéro 3, c'est quoi? 2 questions. Qu'est-ce que vous voyez? Je vois les 6 éléments. Deuxième question. Où est la personne? Où est le je? Où est le soi? Il n'est pas là. Restez dans cette expérience. 4. Quelle est 4? La vacuité semblable à l'espace. Cette expérience, c'est la vacuité semblable à l'espace. Demeurez dans cette vacuité semblable à l'espace. Il n'y a pas du tout le jeu au regard de l'analyse ultime. Et lentement, sortez de cette méditation et vous avez à nouveau le jeu, le soi qui apparaît à nouveau. Et donc ce soi, ce jeu, il n'existe pas de son propre côté, il est vide. Et donc c'est juste une perception, c'est juste une apparence semblable à l'illusion. Et donc le 5 c'est quoi? Là, non. Là, la vacuité semblable à l'illusion. Et donc ce n'est pas vraiment, ça n'appartient pas de côté de l'objet, c'est juste une simple apparence, c'est un soi semblable à l'illusion, c'est la vacuité semblable à l'illusion, et là vous pouvez aller rejoindre votre travail. Ça ne va pas vous prendre plus de 2 minutes. Et c'est simple. Quand vous continuez à faire cela, de temps en temps, ça pourrait être tellement mécanique, vous pourriez ressentir qu'il n'y a pas du tout de bienfait. Et donc, dans ce cas-là, vous pourriez commencer à me critiquer en disant « Mais c'est quoi cette méditation qu'on m'a enseignée ?» Même si vous ne ressentez pas les bienfaits, parfois, la même méditation va vous donner, vous pourriez vous donner plus de temps. Les 5 points, faites-le de 5 minutes, 6 minutes, graduellement, vous pouvez l'allonger. Et quand les effets sont ressentis, vous pouvez vous donner encore plus de temps. Et si vous le faites même si vous le faites rapidement, vous pourrez ressentir les effets. Et si vous faites 2 minutes tous les jours, que 2 minutes, sans l'allonger à 5 minutes, à 10 minutes parfois, si vous ne le faites pas, à ce moment-là, les bienfaits vont être bien moindres. Et donc, de temps en temps, essayez de faire une méditation plus étendue et donc semblable à celle que je vous ai donnée, n'est-ce pas? Si vous le faites de temps en temps, et donc c'est comme recharger vos batteries, ça va recharger vos batteries. Et quand vous prenez le mobile jusqu'à votre maison, ensuite le mobile fonctionne. Et puis, à un moment donné, la batterie va s'épuiser, vous le rechargez. De la même façon, essayez de faire une méditation un peu plus allongée de temps en temps. C'est pour recharger cette méditation, cet échantillon de méditation. C'est pour vous permettre de continuer de poursuivre sur cette voie. On va faire les dédicaces. Ok, page 2, A4. Page 284. In the land and circle by snow mountains, you are the source of all happiness and glory. All powerful genius, the tempting gods, instrument of society. Just the dream and appreciate someone to have the true realizing says, also I tell you all, Il s'agit de la cité de la Ramanjushri, à l'instar de Samantha. Afin de m'entraîner à suivre leurs exemples, je dédie pleinement toutes ces vertus. Je dédie toutes ces racines de vertus avec les effets qu'un s'acclamait comme étant la meilleure par les vainqueurs anciens de notre temps, afin que je puisse
Puisse le précieux esprit d'éveil naître là où il n'est pas né, et là où il est né, puisse-t-il ne pas décliner, mais toujours se répandre. Tant que demeurera l'espace, tant que des rangs en aura trace, puisse-je moi aussi rester pour leur souffrance dissipée. Par les mérites issus de ces actions vertueuses, puisse-je atteindre rapidement l'état de Guru Buddha et mener tous les êtres sans exception vers cet état éveillé. Je dédie les mérites assez accumulés à la réalisation des activités des prières des Bouddhas, des Bodhisattvas des 3 temps et au maintien du Dharma des écritures et de réalisation. Puisse-je au cours de toutes mes existences, par la force de ces mérites, n'être jamais séparé des 4 cycles du Mahayana et puisse-je accomplir toutes les étapes de la voie de le renoncement, Bodhicitta à la vue parfaite et les 2 phases. Avec le souhait de libérer tous les êtres, je prendrai toujours au feu jusqu'au cœur de l'éveil en le Bouddha, le Dharma et la Sangha. Inspiré par la sagesse et la compassion, aujourd'hui en la présence du Bouddha, je génère l'esprit d'éveil pour le bien de tous les êtres. Je prends refuge dans les 3 joyaux, je confesse toutes mes négativités individuellement, je me réjouis des vertus de tous les êtres, je maintiens le précieux esprit d'éveil en mon cœur. Vous qui clarifiez toujours plus la voie unissant, vacuité et compassion, ô protecteur du Dharma et des êtres du pays des neiges, ô Tenzin Gyatso, je prie pour que vos souhaits s'accomplissent spontanément. Puissent les opérations des pensées et actions malsaines des forces malignes humaines et non humaines qui prennent une apparence malveillante à cause des prières perverties faites à l'encontre du Bouddha Dharma être totalement vaincues par le pouvoir de vérité des 3 joyaux. Puisse-je au cours de toutes mes existences être jamais séparé de mon parfait maître, bénéficier de la magnificence du Dharma, et après avoir parachevé les qualités des terres et des chemins, puisse-je atteindre rapidement l'état de Vajradhara. Au cours de toutes mes existences à venir, puisse-je être guidé par Arya Manjushri et être capable, même au cours de ma vie, de détenir le Dharma en général et les enseignements sur l'interdépendance en particulier. Sangate Bodhiswatyata Om Gate Gate Aragate Arasangate Bodhiswatyata